Je me suis levé ce matin avec une sensation de ciel au ventre et une prestance de petits nuages. Je suis descendu dans la rue et j'ai marché 1 heure jusqu'au parc où j'avais rendez-vous avec Lorca en ayant l'impression que Tishka gambadait devant moi en secret. À la volée, j'ai observé les gens sur les gradins des places et dans les anses anti-cohue de l'Orange Boulevard qui soliloquaient avec leur intelligence de compagnie. Tous ces citoyens couverts du bijou que je ne regardais plus depuis 2 ans tant ils me déprimaient. Ces filles parées de bracelets où elles stockent en dur leur vie numérique avec leur piercing discret aux narines qui est devenu la norme pour le micro intégré. Ces garçons équipés de baskets autoportantes qui flottent à ras l'asphalte et semblent voler comme Hermès vers leur destination d'un laconique « Place Retina, please ». À ma grande surprise, je n'ai même pas senti l'agacement monter. J'ai trouvé ça presque beau, cette fluidité, ces individus qui glissent sans s'entrechoquer, chacun dans leur bulle de savon digital, qui discutent avec leur mum, my unique machine, leur moi, my own assistant, bref, devisent avec leur alter ego virtuel, valet, maman ou esclave, c'est selon le style ou l'humeur, sans se soucier de quiconque. J'ai presque trouvé touchante cette vieille avec sa mine complice qui commérait avec son intelligence amie, ce cadre péremptoire qui y déversait son stress, cet ado minaudant comme s'il s'entraînait à séduire sur un simulateur de conquête. Et tous, naturellement, mariés aux nuages de données par leurs bagues, tous utilisant leur paume ou leur peau comme surface d'inscription ou d'écran, tous considérant leur corps comme une interface native, les doigts pour tracer, pointer ou signer, les gestes pour activer, les boucles d'oreilles pour écouter et s'isoler du bruit, et les narines donc pour parler. Oui, la technologie s'est rapprochée de nous. Elle s'est faite enveloppe, second corps et seconde peau. Toutefois, s'en dégage, si je me déleste un instant de mon regard politique plombant, lequel me fatigue moi-même, quelque chose d'élégant et même de soyeux. Une manière d'humanité enclose, certes sphérique et centripète dans son rapport aux choses, mais qui aurait résolu la violence de la sursollicitation propre à la densité excessive des villes, par un filtrage subtil, un tango d'esquive numérique et d'évitement chrysalide. Le tout avec le bouclier ténu de simples bijoux et pour seule armure, l'épaisseur ridicule de l'overskin. Aussi ai-je mise mes boucles d'oreilles si bien qu'entre les passants dansent et sinuent en écoutant du jazz avec un son sublime. Outre que j'ai fait mieux, j'ai enfilé ma bague de fiançailles avec la police du data. Hormis qu'elle n'aimait que ce que mon ami Zilch veut bien décider qu'elle émette en matière de déplacement, achat, parole dite ou vidéo volée. Comme il le dit, sibyllin, en diable, ne pas émettre égale se faire mettre. Un no bag est une blague. Blacklist, direct et suivi serré. Brouillé suscite la fouille et in fine tu douilles. La seule soluce, c'est bag gavé de fake data. Bon ben voilà, j'ai attaqué directement sur une lecture donc, qui est tirée de mon dernier roman qui s'intitule donc, comme vous le savez, Les Furtifs. Alors je ne vais pas vous raconter le roman parce que ça fait 700 pages, mais disons en 2 mots, c'est un roman qui se déroule en 2040 en France, dans un monde ultralibéral où les villes ont donc été privatisées, c'est-à-dire que vous ne payez plus d'impôts, mais vous payez des forfaits privilèges, standards, premium, selon votre niveau de vie. Et si vous êtes standard, ben vous avez accès qu'à 50% des rues de la ville, des avenues de la ville, des parcs de la ville, des squares. Et si vous êtes privilégié, vous avez accès absolument à tout. Donc là, on a démarré par un personnage qui s'appelle Sahar. Et je vais essayer de vous plonger dans le monde numérique de demain, parce que c'est le but un peu de cette conférence, c'est d'essayer un peu de gâcher la fête, en fait. Parce que, voilà, moi, j'étais très, très intéressé pour voir la présentation hier de tout ce festival, qui est extraordinaire. Il y a 42 événements, c'est assez fort. Et en même temps, j'étais scié de voir le discours des élus, notamment, qui sont encore, pour moi, je sais pas, 20 ans avant, qui croient encore que le numérique va créer des emplois, qui croient encore à cette espèce d'euphorie technophile dans laquelle on essaye de nous faire baigner. Et moi qui suis auteur de science-fiction, j'ai plus de doutes et j'ai une position beaucoup plus
technocritique sur le sujet. Alors, la conférence, j'ai 45 minutes seulement, donc il va falloir que je sois speed et dense. Et j'ai voulu faire une sorte de cut-up, j'ai voulu faire un peu un mélange de performance, donc de lecture. À quelques moments, vous aurez même des petits bouts de slam peut-être, vous aurez des extraits sonores, de pièces sonores que j'ai créées avec Florian Pochon sur le livre, puisqu'il y avait tout un travail sur l'univers sonore avant de démarrer le livre. Et puis à d'autres moments, vous allez vous taper mes réflexions à moitié sociologiques, à moitié philosophiques, à moitié anthropologiques, parce que l'auteur de science-fiction est par définition un bâtard, il se nourrit un peu de tout, il se nourrit beaucoup des sciences sociales. On croit que la SF, c'est de la hard science fiction, c'est-à-dire de la science-fiction de sciences dures. En réalité, la science-fiction est souvent une science-fiction de sciences molles, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur les sciences humaines pour essayer de voir ce qui va se produire dans l'avenir. Et puis moi, spécifiquement, dans mon travail, il y a vraiment une chose que j'adore, c'est d'essayer de comprendre quel type d'homme on est en train de fabriquer, qu'on est en train de se fabriquer. C'est-à-dire, qu'est-ce que la technologie fait à l'homme? Comment la technologie, quand elle surgit, et typiquement la technologie des réseaux, la technologie d'Internet, la technologie du smartphone, quand elle surgit comme ça, quand il y a une sorte de surélection de ces paradigmes-là, comment elle va bouleverser totalement le rapport qu'on entretient évidemment avec le monde, mais notre rapport aussi aux autres, et enfin, peut-être plus intimement, le rapport qu'on entretient avec soi, qu'on tisse avec soi, cette espèce de construction de soi qu'on peut avoir, et dans lequel notamment c'est très important je trouve sur les ados. Alors voilà, donc moi la SF ça n'a pas été et ça n'a jamais été les soucoupes volantes, ni même les martiens, la robotique, tout ça m'intéresse modestement. C'est vraiment cette réinvention de l'homme par la technologie qui me touche. Alors aujourd'hui on est dans un cadre assez génial parce qu'on est dans un monde extraordinairement technophile. Et on a une jouissance évidente à vivre à l'intérieur de ce monde. Il y a comme une espèce de dilatation offerte par ce monde numérique, par ces technologies quotidiennes si fluides, si douces, cette espèce d'extension comme ça, bourgeonnante de petits dispositifs tactiles et bienveillants là, qui frémissent autour de nous, qui nous assistent, qui nous prolongent, et qui font de nous des espèces de jeunes dieux, des jeunes dieux agiles auxquels le fantôme digital du monde répondrait, mais il répondrait évidemment au doigt et à l'œil, et puis maintenant, de plus en plus à la voix, puisque la voix est l'interface naturelle la plus répandue. Donc on voit bien ce qu'on y gagne, et c'est ce qu'on nous vend ici à Numeric Games, c'est ce que nous vendent les élus, c'est ce que nous vendent les fabricants de technologie. Ce qu'on y gagne, c'est une forme de maîtrise. C'est un pouvoir accru sur le monde, notre monde. Et moi, je me demande toujours, depuis le début de cette explosion numérique, je me dis, ok, le pouvoir s'accroît, notre pouvoir s'accroît sur ce monde, mais est-ce qu'on n'est pas en même temps en train d'y perdre quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas un appauvrissement symétrique qui est en train de se mettre en place? Et mon idée, elle n'est pas de moi d'ailleurs, parce qu'elle est prise de Spinoza. Mon idée, c'est que l'accroissement de pouvoir que nous donnent les technologies et le numérique se paye par une déperdition de puissance. Mais la puissance au sens de Spinoza, c'est le fameux conatus, c'est la puissance de persévérer dans son être, c'est la puissance et la capacité de faire les choses par nous-mêmes directement avec nos propres facultés. Propres facultés physiques, bien sûr, mais cognitives, d'imagination, de création, etc. Et Spinoza dit un truc assez intéressant, il dit, voilà, il y a le potere, c'est le pouvoir sur quelque chose, et il y a le potentia. Et le potentia, c'est la puissance de, c'est le pouvoir de faire quelque chose. Voilà. Et quand tu regardes bien les choses, tu te dis, hier, il y avait une présentation qui était assez hallucinante, moi, qui m'a complètement terrifié. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est venu faire du publi-théâtre, comme on fait du publi-reportage. Je ne sais pas si vous avez vu ça, ceux qui étaient là. Il a présenté tout un ensemble de technologies créées par des boîtes suisses, par Swiss Tech, la présence suisse, etc. Et la première technologie qui, pour moi, est absolument terrifiante, quoi, était un matelas sur lequel il y avait une puce. Et grâce à cette puce, tu pouvais, soi-disant, hein, le matelas pouvait se corréler à ton corps et t'éviter le ronflement. C'est-à-dire qu'il te donnait la puissance, normalement, de moins ronfler. Et derrière, il y avait un bracelet, c'était encore pire. C'était un bracelet de fertilité ou de fécondité, qui s'appelait Ava. Et ce bracelet a la faculté de te dire à quel moment, donc pour une femme, hein, tu es fertile. Et donc, dans la pièce, il regardait la montre et il disait, c'est le moment, c'est le temps de baiser, on va les baiser, parce que là, on est pile dans le créneau. Et ça, c'est typique de ce qu'on nous amène aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous donne le pouvoir, a priori, de savoir à quel moment on est fertile, mais on perd complètement la puissance intime de sentir à quel moment le désir monte, à quel moment la fertilité, c'est quelque chose, je pense, de très intérieur, qui peut se ressentir. C'est comme quand vous courez, que vous avez un smartphone sur l'épaule. Ok, il vous donne votre pouls, il vous donne vos pulsations, il vous donne votre tension physique,
mais est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre cette capacité, ce lien direct avec votre corps, de sentir vous-même si vous êtes fatigué, s'il faut accélérer, ralentir, et d'avoir un perçu, un ressenti intérieur du corps qui reste direct et que vous maîtrisez par vous-même. Donc ces technologies ont tendance à distancier ce rapport au corps et à nous faire perdre, à mon sens, de la puissance. Voilà, donc si vous voulez, si je résume ça, si on pose conceptuellement le pouvoir comme la capacité de faire par la machine quelque chose, et la puissance comme la capacité de faire directement avec nos propres forces, avec nos propres capacités, et donc de déployer l'action par nous-mêmes, on dispose, il me semble, d'un critère précieux pour essayer d'analyser ce que les technologies nous font et de quelle façon on peut les recevoir, les empoigner et éplucher ce que j'appelle moi l'oignon technologique qui nous entoure aujourd'hui et que parfois on n'arrive pas trop à éplucher sans pleurer et qu'on n'arrive pas trop à cuisiner comme on aimerait le cuisiner. Voilà un peu mon idée. Et après, la deuxième idée, c'est que je me dis, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'à peu près jusque dans les années 70, en tout cas c'est mon délire, mon intuition, l'accroissement de pouvoir que nous a donné les technologies est allé de pair avec un accroissement de la puissance. C'est-à-dire que ces deux courbes fonctionnaient un peu ensemble. Pour moi, l'imprimerie, par exemple, a été un développement extraordinaire de la connaissance intellectuelle. Wikipédia aussi l'a été, par exemple. Et il y avait un espèce de parallélisme des courbes, et plus on amenait de la technique, plus on amenait de la technologie, plus nos puissances personnelles se déployaient. Et puis j'ai l'impression que là, je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a un croisement des courbes et que tout ce qui vient maintenant en superflu, en augmentation sur le pouvoir technologique, se paye au contraire d'une déperdition de la puissance. Donc on est en train de plonger sur cet aspect-là. Voilà. Alors bon, vous allez me dire, c'est bien, c'était gentil, qu'est-ce qu'on en a à foutre et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de me dire, et c'est le boulot que tu fais quand tu es auteur de SF, c'est de me dire comment on en est arrivé là et pourquoi les technologies numériques ont été aussi rapidement répandues. Comment on peut expliquer, par exemple, que le smartphone, en tout cas le téléphone portable, a un taux de pénétration de 98%. Voilà. Autant que l'eau potable, autant que le frigo, autant que la télévision. Même, je pense que les gens ont moins de télé maintenant que de téléphone portable. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'économie de désir? Parce que c'était ça qui m'intéresse, moi. Quelle est l'économie de désir qui s'est mise en œuvre, qui nous a touchés, qui nous a empoignés, qui nous a remués pour en arriver à là? Alors, la première réponse que tu as envie de donner, c'est de dire, prenons un peu de hauteur. En réalité, c'est l'économie, c'est le technocapitalisme. Le capitalisme est fondé sur le chiffre, il est fondé sur la computation, il est fondé sur la quantification, il est fondé sur des mécanismes d'évaluation, de notation, etc. Et que donc, c'était logique qu'une convergence s'opère entre la technologie et le capitalisme, que le numérique soit l'outil le plus évident, le plus fin, le plus utile à ce capitalisme qui montait. C'est vrai. Ça a donné l'algorithme, ça a donné la gouvernementalité algorithmique. On a maintenant des algorithmes d'employabilité, on a des algorithmes de diagnostic médical, de gestion éducative, de crédit, etc. On vit dans ce monde chiffré et algorithmique. Mais il me semble que c'est pas le fond du problème. Voilà. C'est pas le fond, en tout cas, de moi, ce qui m'intéresse et qui va me toucher. Une autre chose dont je voulais parler, ça sera baroque comme ça, hein, vous inquiétez pas, j'aurai des blocs là de pensée un peu épars. Et j'espère que ça va en entrechoquant ces blocs, ça va générer des choses. Ce qu'il faut dire aussi sur les réseaux, parce qu'on est en société de réseaux, il y a un aspect super important, c'est que c'est les réseaux informatiques. Et ces réseaux informatiques, ça veut dire que par construction, par essence, ils produisent une information. C'est-à-dire que chaque acte que vous faites avec votre smartphone, chaque surf fait sur le réseau, chaque chat, chaque tweet, tout ce que vous faites sur le réseau produit par définition une information. Et cette information, elle est archivée, elle produit une trace. Et comme vous le savez, ces traces, c'est les nouvelles or gris du capitalisme, c'est-à-dire que ces traces sont data minées, sont corrélées, sont agrégées ensemble et elles produisent des modèles de prédiction comportementale, des profilages comportementaux qui servent ensuite à vous vendre le maximum de choses. Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réseau est un espace exhaustif de contrôle, ce qui n'est pas le cas du monde réel. C'est-à-dire que vous êtes dans une ville saturée de caméras parfois, mais si vous baladez dans une forêt, si vous baladez dans les calanques à Marseille, vous n'êtes pas exhaustivement contrôlé. Tous les axes que vous produisez ne produisent pas une trace, d'accord? Ce n'est pas le cas sur le réseau. Et quand vous savez qu'aujourd'hui on passe au moins 8 heures par jour sur les réseaux, ça veut dire que la moitié de la vie consciente se produit dans un espace qui est exhaustivement contrôlé. Alors on va attaquer justement, je voulais vous parler un peu de l'économie de désir. Donc quelle est la première raison qui fait qu'on assimile aussi bien ces technologies, qu'on les utilise, qu'on les empoigne, qu'on s'en sert quotidiennement? Alors il y a une première chose très simple, moi je trouve qu'on le dit pas assez, c'est le numérique qui vient outiller nos paresses, quoi. Il facilite nos existences, il épouse en nous la loi du moindre effort,
On lui délègue l'effort, on lui sous-traite nos fatigues, exactement comme on a externalisé nos capacités physiques à un moment donné sur la voiture, sur la trottinette électrique, sur le vélo électrique, sur l'escalator. Eh bien, on est en train, depuis une vingtaine d'années, d'externaliser autre chose, c'est-à-dire nos capacités cognitives, et ça c'est neuf, vers la technologie numérique. Par exemple, nos capacités de mémorisation, qu'on externalise sur le moteur de recherche, nos capacités d'orientation, qu'on externalise sur le GPS, notre aptitude à hiérarchiser, par exemple, une journée dans les applis de planning, même notre aptitude à trouver qui pourrait convenir à notre vie affective et amoureuse, qu'on finit par externaliser dans les applis comme Tinder. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que si vous prenez le GPS, par exemple, c'est un truc très simple. Tu te dis, bon, j'arrive dans une ville nouvelle. J'active le GPS. C'est fantastique parce que je peux arriver à n'importe quel point, n'importe quelle adresse inconnue de moi-même, directement. Il suffit que j'appuie, il me dit 200 mètres à droite, 100 mètres à gauche, etc. Donc le pouvoir qu'on te donne d'orientation dans une ville nouvelle, il te paraît extraordinaire. Mais si tu continues à généraliser ça, que tu le fais systématiquement, qu'est-ce qui se produit ? Il se produit que la ville nouvelle dans laquelle tu rentres, tu ne vas pas prendre de repères sur cette ville. Tu ne vas pas repérer où se situe tel café, tu ne vas pas repérer où est la mer, où est telle colline. Tu ne vas pas activer ton processus d'orientation et de mémorisation. Or, une ville, elle existe pour nous à partir du moment où tu commences à repérer obscurément où sont tel ou tel quartier, tel ou tel café, tel ou tel musée. Et cette façon que tu as intérieurement de faire monter la ville en toi, elle provient d'une cognition particulière qui est cette mémorisation, qui est cette spatialisation, qui est cette orientation. Et ça, le GPS qui t'a donné le pouvoir de t'orienter, il conjure ce truc-là. Alors, tu me dis, si tu le mets une fois, 2 fois, on s'en fout, ça ne va rien changer. Mais à partir du moment où tu automatises ce type de fonctionnement, tu peux très vite arriver à une déperdition assez forte. Ils ont fait une expérience, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, avec des taxis londoniens, des taxis parisiens. Il y avait un corpus de taxis qui ne fonctionnait qu'au GPS et un autre qui ne fonctionnait qu'à la mémoire des rues. Ceux qui fonctionnent au GPS, au bout de 2 ans, ils étaient incapables de s'orienter dans la ville sans, évidemment, ce GPS. Donc c'est ça l'écart entre pouvoir et puissance. Donc premier point, évidemment, cet outillage des paresses. Le deuxième point qui a été très fort, c'est que ce numérique est arrivé avec des processus de personnalisation extrêmement puissants. On a individualisé les applis, on a permis de customiser, on a permis de faire épouser à des produits purement industriels vos propres besoins intimes et personnels. Et ça répond parfaitement et adéquatement à l'espèce d'hyper-individualisme contemporain dans lequel on vit. Et cette demande de personnalisation, elle est super forte. Alors je vais vous lire un petit passage du livre pour enchaîner là-dessus. Normalement, il y avait un super extrait d'une ville, de la ville en 2040. Mais si j'arrive pas à la faire au niveau son, tant pis, on fera autrement. Donc ça, c'est un passage du chapitre 2. C'est pour vous montrer aussi comment, dans la langue, on essaye de transcrire ces choses-là. Là, je vous balance des idées comme ça à l'arrache. Dans le livre, évidemment, il faut les structurer, il faut les envelopper, il faut les mettre en scène, il faut les mettre en récit. Donc, tu essayes de faire vivre ça, tu essayes de l'incarner à travers le récit. Donc, c'est entre Zilch, donc un hacker, et Lorca, qui est un peu le héros du bouquin. Joli, mec, vista. Zilch apprécierait en connaisseur. Sur sa place map clignoteraient les capteurs de l'avenue, en volume et couleur. Je n'y serais qu'un point. Hop, hop, échappe. Une esquive hanche, calte, manche, qui multiplierait arc, lag et ligne brisée. No tag, pour demeurer hors champ. Une arabesque de liberté en train de se dessiner. Un trajet fugitif à travers la carte de contrôle commercial qui se trouerait. L'animal serait discret, qui rirait secret à l'injonction. Laissez-moi vos coordonnées. Flèche et flux sans planche, surfe sur le trottoir tout en l'air. Qui va là, halte là, qui vire, vers où ? Perturbé, je perds ma vigilance et j'enfonce du pied une dalle sensitive. Je devine qu'elle va capter ma démarche et mon poids, mesurer l'usure de mes semelles, ma pointure et l'importance de ma pronation. Repérer que j'appuie un peu trop fort sur les talons car j'ai les tendons d'Achille qui sifflent quand je cours sans échauffement, comme là. Bingo. 100 mètres plus loin, devant la vitrine jog, la paire de baskets qui tournoie dans la glace et la Run for You Prone, à vous de plantaire renforcée, version pronateur en 42, designée pour vous, Lorca. Encore plus loin, l'écran d'une dalle s'est subitement illuminé pour m'indiquer un podologue à 30 mètres. À 2 pas de redécouvrir le plaisir de faire un vrai pas, Lorca. À présent, mon gant clignote parce que j'ai coupé, sans faire gaffe, le grand est serpentant d'un Solis
et déclencher leur putain de jingle. Sollicitez, parce que vous aimez qu'on vous sollicite. Suis une vidéo de la pharmacie qui fait l'angle. Elle tient à ma disposition sa pommade Achilleine à moins 20%. Zilch m'a demandé de stopper sur un second crossload. Dans ces carrefours du réseau haut débit, les téléchargements à la volée sont fulgurants. Zilch réactualise mon forfait privilège apparemment. En pleine rue, les crossloads sont souvent saturés de geeks sur un carré de 3 mètres par 3, mais on y trouve surtout du café. J'en ai profité pour en prendre un, rapide, au distributeur. Le gobelet de carton est signé Lorca Varèse. Sous mon nom, il y a une citation de Deleuze qui fait le tour de la tasse et qui dit « N'interprétez jamais, expérimentez ». Comment savent-ils que je lis Deleuze? Personne ne se le demande plus, les gens adorent ça au contraire. On s'adresse enfin à eux. Ils sont seuls, ils sont divorcés, ils ne voient plus leurs gosses, leurs patrons les ignorent et leurs collègues les zappent. Leur mère fait du business, mais quelqu'un, quelque part, les écoute. Une intelligence avenante, logée comme une araignée de lumière, au fond d'une base de données, pense à eux, amoureusement, à chaque instant. Elle accueille sans se lasser le plus infime, le plus intime, le plus insignifiant de leur comportement, l'interprète comme un désir secret pour un jour pouvoir y répondre au bon endroit et au bon moment. Les experts ricains appellent ça l'ad libitum. Quelqu'un connaît leur goût, devine leurs désirs, quelqu'un anticipe leurs besoins. Bonheur. Vive le mot à My Own Assistant. Avenue Modèle, reprise dans beaucoup de villes, l'origami a sanctifié le règne du marketing one-to-one dans toute sa splendeur. C'est le royaume de l'ubimmersion optimale où chaque façade, chaque porte est un écran, chaque vitre une interface tactile, chaque miroir l'occasion de vous voir minci et subtilement plus jeune. Le visage en douceur retouché, les cheveux parfois recoiffés avec au poignet la montre du magasin Time que je viens de dépasser, le pull bleu de chez Molière qui se substitue visiblement à ma vieille parka sapin. Et plus loin, une paire de lentilles Spark sur les yeux qui m'éviterait ce que je fais, à savoir marcher le nez sur la paume tendue de mon gant pour suivre sur l'écran souple les indications de Zilch. L'autonomie qui m'est gracieusement accordée, notamment par les systèmes de communication de masse, n'est qu'un des trucs utilisés par une instance de contrôle pour faire en sorte que je croie bien des désirs qui sont en réalité les siens. Méfiez-vous du rêve de l'autre, parce que si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, vous êtes foutu. Les mots portés par cette instance sont des mots d'ordre dont le programme d'action est simple. Contagion et dépendance. It's no secret we're living in a culture of addiction. Nearly 20% of the population can now be classified as addicts. Is that what you really think, or is that what they want you to think? Le langage même est un virus. Nous sommes intoxiqués d'injonctions qui colonisent notre conscience et nous utilisent comme véhicule pour se déplacer d'un corps à un autre. If there were no demand in our society, there would be no market for these leeches to exploit. Le contrôle est une demande sociale, voilà. C'est pas et qui nous est imposé. Bien sûr, il y a un plaisir du pouvoir. Bien sûr, il y a un plaisir d'exercer le pouvoir. Ça, on le comprend facilement. Mais il y a aussi un plaisir de subir le pouvoir, d'être dorloté par le pouvoir, d'être cajolé par le pouvoir. C'est pas Big Brother, c'est Big Mother. C'est un pouvoir qui est maternant, c'est un pouvoir qui est couvant, c'est un pouvoir qui répond à nos besoins, c'est un pouvoir qui anticipe nos besoins. Et les pouvoirs commerciaux et les pouvoirs étatiques surfent là-dessus, quoi. The calculator is helping to define society's most complicated problems. It is a tool for turning inspiration into fruitful prediction. As an information machine, it has done much to broaden the base of our growing concepts.
But the real miracle is the promise that there will also be room for those smallest details that have been the basis for man's most rewarding wishes. This is a story of a technique in the service of mankind. Les technologies ne sont pas plus un outil de libération qu'un... S'il te plaît, tu peux couper le son? Ouais, merci. Bon, c'est bien parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire écouter, mais c'est génial. Là, vous allez rentrer dans un morceau qui s'appelle Control, qui est un cut-up qu'on avait fait avec Florian Pochon, qui est assez génial sur tout l'univers de la société de contrôle. Il faudra l'écouter, ça dure une demi-heure, mais là, on va pas avoir le temps. Donc, deuxième point que je voulais vous parler, c'est sur l'économie de désir derrière le numérique. C'est le besoin de contrôle, justement. C'est-à-dire cette envie d'être un petit dieu auquel le fantôme digital du monde répond. Et ce besoin de contrôle, il est très ancien en réalité. Et il vient de cette espèce d'anxiété, d'angoisse qu'on peut avoir, de l'ensemble des peurs qu'on a envie de conjurer. La peur de la solitude, par exemple. Le portable est venu s'inscrire dans cette volonté d'être plus jamais seul. Il s'y est inscrit. Et cette technologie numérique, elle fonctionne un peu comme une eau, c'est-à-dire qu'elle s'insinue dans tous les interstices de nos vies, dans tous les moments où, d'un coup, il y a un flottement, il y a une petite angoisse, il y a des temps morts, et ces temps morts sont systématiquement remplis par l'interaction avec le portable. Vous le voyez dans les bus, dans les métros, sur les quais. Et c'est-à-dire que ce moment que moi j'adore, que ces temps morts sont les temps vivants, en réalité, c'est des temps où on peut effectivement faire germer des idées, on peut effectivement penser à l'autre, on peut effectivement ouvrir des interstices. Et bien, si on y prend garde, si on rentre immédiatement dans cette connexion au smartphone, par exemple, et ben on perd la faculté de faire de ces temps morts des temps réellement vivants. Alors, je ne vais pas vous passer de son parce que ça ne marche pas. Et je vais passer, par contre, sur un tout petit passage de contrôle. Là, c'est encore dans le bouquin. C'est un moment avec le philosophe Varek. C'est Lorca qui va voir un philosophe. Et il y a une discussion qui est assez philo, assez intello sur justement le contrôle et ce que ça fait aux gens et pourquoi on est arrivé à ce monde-là. Et il y a aussi une évocation des furtifs. Donc je vous fais ce petit passage parce que ça permet un peu de déployer ce que j'essaie péniblement de vous dire. Ça, c'est le philosophe qui parle. Vous savez ce qui me touche le plus dans les furtifs? Ce qui fait que j'ai décidé d'y consacrer les dernières années de ma vie? Leur vitalité? Oui, à l'évidence, mais surtout le fait qu'ils ne contrôlent rien. Rien de ce qu'ils font eux, et pas plus que font les autres. Ils sont dans la rencontre, le coup de dé, le hasard ressenti comme une chance, et plus encore, comme une menace. Ils rencontrent un sac plastique, un chat errant, une asphodèle, un déchet, des plumes, ils rencontrent des sons sans cesse. Ils subjuguent et s'assimilent tout ça pour devenir encore autre chose, dans la grâce et l'explosivité du vivant. Nous n'avons suivi qu'une ligne d'horizon unique depuis le néolithique. C'est l'horizon du contrôle. Longtemps, nous avons cru à une sorte de malédiction humaine, trop humaine, du pouvoir, que le pouvoir, au fond, définissait notre ethos. C'était restrictif. Et c'était imprécis. Et c'était oublier que le pouvoir coûte et se paye en contre-pouvoir, en révolte. Il exige une dépense, mais utilise l'énergie propre du dominé en forçant son rendement. Non, ce qui nous définit plus profondément est la quête du contrôle, externe et interne. Contrôle de notre corps, de notre espace, de nos ressources. Contrôle panique et raisonné de l'altérité, des autres prédateurs, des maladies qui ne sont que des prédateurs plus petits. Contrôle de l'accès à la nourriture, contrôle des déchets, contrôle du climat, contrôle de toute agression probable, possible, plausible. Évidemment, nous avons échoué souvent, en partie, tout le temps. Mais la quête de contrôle s'est poursuivie et elle s'est affinée à mesure que les menaces externes reculaient. Dans un univers désormais anthropisé à l'extrême comme le sont nos villes occidentales, quelle était la dernière menace résiduelle, le dernier élément à maîtriser pour atteindre la sérénité? Sinon, les autres, nos semblables. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On s'est protégé des autres par le technococon. Oui, on a rapproché les dispositifs de contrôle de nos corps et de nos esprits. On en a fait des armures individuelles et plus finement que ça, des membranes et des filtres paramétrables pour conjurer les violences toujours possibles. Surtout,
on a cherché des espaces où l'on serait irrémédiablement à l'abri, présent mais hors d'atteinte. Une sorte de cosmoi, qui est de fait un cosmou ou un cosmore, mais peu importe. Une nouvelle couveuse entrouverte pour reprendre Sloterdijk. Internet a émergé et son dispositif clavier-écran nous a interfacés efficacement au monde en nous y connectant sans risque physique. Ce fameux hyperlien des hyper-iliens. Puis est venue la bague, qui a intériorisé un peu plus cette régie de contrôle qui était déjà le Bright Phone. Puis a été conçu le moi, qui a fusionné toutes les interfaces en une seule et a fait naître l'alter ego, cette intelligence amie, qui a permis de florecore l'altérité cruciale du rapport à nos pairs pour nous offrir à la place un miroir empathique et en réalité purement esclave de nos désirs. Donc ça, c'est une des prédictions que je fais sur le futur à court terme. On a toujours essayé de se dire, bon, est-ce qu'on aura des voitures violentes, volantes, excusez-moi, violentes peut-être aussi, mais est-ce qu'on aura des robots qui nous aideront, etc. En réalité, pour moi, la prédiction la plus probable à 20 ans, c'est l'IA personnalisée. C'est donc l'intelligence artificielle personnalisée pour nous, donc individualisée à nos besoins, à nos envies, à nos désirs, qui serait donc notre alter ego digital, notre jumeau, et avec lequel on parlerait en priorité. Voilà, et on va y parler évidemment avec l'interface la plus naturelle pour l'être humain, c'est-à-dire la voix. Donc il y a tout un développement en langage naturel qui se fait en ce moment. Et si vous regardez les 5 GAFAM, Google, ils ont développé Google Home. Si vous regardez Apple, ils ont développé Siri. Si vous développez Microsoft, ils ont développé Cortana, etc. Amazon est sur Alexia. Et à chaque fois, c'est des prénoms féminins. Si vous regardez, c'est assez intéressant. Et donc, chacun dans son domaine et avec sa technologie essaye de se dire, il faut que toutes les technologies qui sont autour de nous convergent sur une seule, qu'on puisse s'y interfacer en langage naturel, c'est-à-dire de façon évidente et simple. On n'aurait même pas à toucher, on n'aurait même pas à taper. Et que surtout, cet alter ego digital, donc j'appelle moi le moi, M-O-A, my own assistant, mon assistant personnel, dans le bouquin, ce moi, collecte évidemment toutes les traces, toutes les données, tout ce que vous faites, tout ce que vous achetez, tout ce que vous décidez de réaliser. Donc ça paraît juste une technologie de plus, ça paraît juste quelque chose de finalement relativement inoffensif et sympa, fluide, comme beaucoup des technologies qu'on nous amène. Moi, je pense que c'est extrêmement grave parce que ça va développer un ensemble de perversions assez massif. Parce qu'on a déjà, je trouve, un rapport plus difficile à l'altérité aujourd'hui parce qu'on vit dans des bulles de fil, dans des communautés Facebook. On est déjà environné par nos amis, en tout cas par des gens qui pensent comme nous, qui réfléchissent comme nous. On conjure au maximum les altérités qui sont un peu dérangeantes. Si le premier rapport qu'on va avoir avec l'extérieur, avec le dehors, sera avec cette IA personnalisée qui sera tout le temps avec nous, par définition, elle sera dans notre poche, alors il y a de bonnes chances de croire qu'il va y avoir des perversions narcissiques extrêmement fortes qui vont se développer. Et certains utiliseront cette IA comme un esclave, d'autres l'utiliseront comme une mère chapeautante et choyante, d'autres l'utiliseront comme un père disciplinant auquel ils recourront, d'autres l'utiliseront comme un pote avec qui ils feront des blagues. Mais ce qui est évident, c'est que ça va projeter à très courte distance tout un ensemble de psychopathologies qu'on a tous et que l'IA va maximiser. Donc, pour moi, sur le rapport à l'autre, sur le rapport à soi, sur la construction de soi, ça risque de modifier beaucoup de choses. Donc ça, j'en parle pas mal dans le bouquin. Une autre chose dont je parle, c'est la réalité ultime, ce que j'appelle la réalité ultime. C'est-à-dire que vous avez vu qu'on a eu d'abord la réalité... on a eu la réalité augmentée, puis on a eu, vous le voyez à côté ici, la réalité virtuelle. Et moi, dans le bouquin, je développe la réalité ultime, c'est-à-dire que c'est une technologie qui, évidemment, se place sur les lentilles, qui font que le monde réel tel qu'il est ici... Je peux y insérer un doudou, je peux y insérer mon père, ma grand-mère morte. Ce que j'ai envie d'y voir, par exemple, sur la scène, apparaîtrait pour moi et pour moi uniquement, sous la forme que j'ai envie de voir. Donc ça voudrait dire que le dernier espace commun qui est le réel, qu'on partage par exemple en ce moment tous ici, il serait purement personnel, il serait purement individualisé. Donc on n'aurait même plus ce dernier élément de communauté. Et on serait encore plus enfermé dans ce que j'appelle le technococon, la chrysalide personnelle qui nous définit aujourd'hui. Voilà, ça c'est un des délires que je fais dans les furtifs. Alors, il y a eu, donc je vous ai dit, cette volonté de contrôle, dans les affects positifs investis, la volonté de contrôle, la conjuration des peurs, l'outillage de la paresse. Et puis, il faut dire quand même une chose, sans rentrer dans la théorie du complot, parce que c'est pas du tout un complot, mais il est évident que les 4 ou 5 plus grandes capitalisations boursières du monde, donc les fameux GAFA, ont mis en place des stratégies
de modélisation des comportements, ont maximisé la fameuse économie de l'attention, puisque l'attention que vous portez à leur site, que vous portez à une information est devenue vraiment l'or absolu pour eux. C'est réussir à capter l'attention, c'est le défi maximal des GAFA. Et pour faire ça, eh ben, ils ont généralisé des techniques de dépendance. Ils ont designé la dépendance de façon extrêmement forte pour générer de l'addiction. Alors je sais pas, j'imagine qu'ici il y a des gens qui connaissent cette expérience de la boîte de Skinner. Qui c'est qui connaît ça, la boîte de Skinner? Non? Pas du tout. Il faut que je vous raconte ça alors quand même. Donc Skinner, c'est un comportementaliste qui en 1931 a une idée absolument géniale. C'est-à-dire il travaille sur des souris comme la plupart des comportementalistes. Et il met une souris dans une cage de verre comme ça et il lui met un distributeur de nourriture. Donc ce distributeur, tu peux appuyer avec la patte dessus et quand tu appuies, ça fait tomber un certain nombre de bâtonnets que la souris peut manger. Et au début, il fait une expérience tout à fait classique. Il met son petit distributeur et chaque fois que la souris appuie, elle reçoit une dizaine de bâtonnets et de façon très régulière. Et contrairement à ce qu'on croit, la souris, elle va pas appuyer comme une dingue pour essayer de faire tomber le maximum de bâtonnets. Elle fait tomber 10 bâtonnets, elle les mange, puis après elle refait tomber un peu des bâtonnets, elle les mange. Et puis quand elle est rassasiée, elle arrête d'appuyer sur la pédale et elle fait sa vie. Et là, Skinner, il a une idée que moi je trouve profondément géniale, mais géniale, type génie du mal, hein, c'est qu'il décide que la récompense que la souris va avoir en appuyant sur la pédale va être aléatoire. C'est-à-dire que des fois tombent 15 bâtonnets, des fois il en tombe 5, des fois il en tombe 2, des fois il tombe rien du tout. Donc le système de récompense et d'alimentation est soumis à l'incertitude. Et là, il se produit un truc complètement dingue, c'est que la souris, au lieu de se désintéresser parce que c'est incertain et parce que c'est imprévisible de la pédale, au contraire, elle développe une addiction absolument délirante. C'est-à-dire qu'elle appuie tout le temps sur la pédale. Elle appuie sans arrêt. Et elle rentre dans une frénésie par rapport à cette... Et dès l'époque déjà de Skinner, ils utilisent cette fonctionnalité-là pour les casinos et les machines à sous. C'est-à-dire que la machine à sous est conçue exactement sur le même principe. Parfois vous gagnez rien, parfois vous gagnez $5, parfois vous gagnez le jackpot, mais vous ne pouvez pas savoir à aucun moment ce qui va se produire. Et ils montrent que ce rendement, que ce système de récompense stimule au maximum la dopamine, hein, qui est le neurotransmetteur de la récompense, et produit quelque chose de dingue, c'est-à-dire que ça produit une addiction colossale. Et bien, cette technologie-là, trouvée par Skinner, en tout cas cette pratique, ce tout petit truc comportementaliste que Skinner a trouvé, est utilisé aujourd'hui massivement par tous les sites dans lesquels vous allez, et aussi par les jeux vidéo. Il y a des joueurs ici, j'imagine, parce qu'on a Numeric Games, mais un jeu comme par exemple Fortnite, qui utilise le looting. Vous savez, le looting, c'est quand vous prenez un coffre et puis vous regardez ce qu'il y a dedans. Quand vous faites du looting, et ben, ce que vous trouvez dans le coffre est toujours différent. Parfois c'est beaucoup, parfois c'est peu, etc. Et c'est ça, et c'est cette incertitude, c'est cette irrégularité dans la récompense qui va maximiser votre aliénation et votre addiction. Et c'est pareil sur les pages Facebook, c'est pareil sur les fils Twitter, c'est pareil sur la timeline donc Facebook, c'est pareil même sur Tinder, parce que Tinder c'est quand même extraordinaire. Si par exemple, imaginons que vous aimiez que votre goût soit les petites blondes aux yeux verts avec des petits seins, je dis n'importe quoi, hein. Et ben il va pas tendanciellement vous proposer, parce que vous faites les swipes là comme ça, il va pas tendanciellement vous proposer très rapidement que des petites blondes aux yeux verts et petits seins. Il va vous mettre des grandes blondes aux gros seins, il va vous mettre des petites brunes aux petits seins, des petites brunes aux yeux verts, etc. C'est-à-dire qu'il va insérer dans le système de profils, hein, de photos qu'il vous soumet, des profils qui vous correspondent pas. Et le fait que ça vous déçoive, et puis après vous avez une bombe, et puis après ça vous redéçoive, puis après 2 bombes, etc., fait que vous allez maximiser le temps que vous allez passer sur Tinder. Donc il y a plein d'autres procédés comportementalistes utilisés par les GAFA. Je vous conseille de lire le bouquin de Bruno Patino qui vient de sortir sur le poisson rouge. Hein. Je ne sais plus le titre d'ailleurs, j'ai oublié le titre. Et donc il y a la théorie de la prise en charge, qui soulage la fatigue liée à la prise de décision, c'est-à-dire qu'on vous soumet à énormément de petites décisions de libre arbitre, et au bout d'un moment, votre attention fatigue et vous ne voulez plus prendre de décision, et du coup, par le petit nudge, c'est-à-dire le coup de pouce, on vous amène à faire ce que vous avez envie de faire. Donc là, il y aura énormément de choses à dire, je ne vais pas avoir le temps. Voilà, donc si vous voulez, l'utopie que moi j'ai adorée de l'émancipation que portait Internet, c'est-à-dire que cette utopie libertarienne qu'il y avait au début du réseau, elle s'est effondrée pour moi dans l'optimisation de la dépendance, c'est-à-dire que c'est devenu exactement... Mais moi, je ne suis pas du tout dans le complot, c'est-à-dire que ça pas... C'est bon, ouais, c'est presque fini. C'est pas
les GAFA, qui de façon pyramidale, avec un complot extraordinaire, ont voulu ça. C'est nous qui l'avons voulu. Ça a été très immanent, ça a été très bottom-up. C'est venu de la demande sociale des gens. C'est venu d'une capacité qu'a l'être humain à la servitude volontaire. C'est venu de la paresse et de la faculté à descendre notre pente naturelle au lieu de la monter. Et donc, les GAFA se sont inscrits là-dessus et en quelque sorte ont mis en œuvre tout un ensemble d'outils qui nous permettent d'optimiser notre auto-servitude. Moi, j'appelle ça le self-service, en écrivant le S-E-R-F, self-service, c'est-à-dire le vice de l'auto-aliénation, de l'auto-servitude qu'on a réussi à développer de façon extrêmement puissante. Donc c'est bien parce que j'ai pas le temps. Là, je suis resté que dans la partie critique. Ceux qui connaissent mes livres savent que je développe beaucoup la partie aussi utopique et positive et optimiste. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait cette dystopie, que j'ai montré la dimension technocritique, je développe toute une approche de renouement avec le vivant. Je ne vais pas pouvoir vous lire les textes, on ne va pas avoir le temps. Il reste combien là en termes de minutes ? 0, d'accord, super. Simplement pour dire, pour ne pas rester sur les choses trop négatives, il y a évidemment une façon de réfléchir et de sortir de tout ça. Il ne s'agit pas simplement de dire, voilà, on est dépendant des GAFA, on est feignant, on outille nos paresses, on a besoin de contrôle, etc. C'est évident, par contre, pour moi, qu'aujourd'hui, on est les héritiers du monde numérique, on est né dans le numérique, on n'a pas eu le temps, on s'est pris la vague en pleine gueule, on n'a pas eu le temps de se construire par rapport à ces technologies-là. Donc on n'a pas eu le temps de construire ce que j'appelle moi un épicurisme technologique, c'est-à-dire une façon d'arbitrer entre les technologies qui nous empuissantent et les technologies qui nous impuissantent. Et on n'a pas eu le temps non plus d'arbitrer encore, on n'a pas encore développé ça, la capacité à choisir les technologies qui nous ouvrent le monde plutôt que les technologies qui nous ferment le monde. On pourrait faire tout un délire sur les jeux vidéo, par exemple. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des jeux vidéo addictifs et aliénants, mais évidemment il y en a. Mais il y a des jeux vidéo extraordinaires qui construisent la cognition, qui construisent l'imagination, qui nous permettent de développer même des capacités d'orientation, des capacités de mémorisation. Il y a des jeux vidéo qui déploient des capacités fantastiquement et donc qui sont empuissantants. Mais encore faut-il les connaître, encore faut-il les comprendre, encore faut-il des gens qui sont capables de vous éduquer au gameplay, aux mécaniques de jeu et vous montrer quels jeux vont construire vos gosses, vont construire vos ados, plutôt que les fermer dans des boucles dopaminiques de dépendance. Donc, on arrive forcément à la dimension éducative, qui pour l'instant est complètement inexistante. Je ne sais pas si c'est le cas aussi en Suisse. En France, elle n'existe pas. On n'a pas d'éducation au numérique, à l'éducation nationale. On n'a pas d'éducation aux jeux vidéo, alors que c'est super important. Et donc, on n'a pas d'éducation non plus à l'addiction et à ce que j'appelle, moi, garder l'esprit de contre-addiction, pour faire un jeu de mots que j'aime bien, mais l'esprit de contre-addiction, il est absolument fondamental pour ne pas être piégé dans ces puits numériques. Voilà. Et ensuite, il faudra renouer avec le vivant, mais ça sera une autre fois. Lisez Les Furtifs, là, vous aurez tout le délire là-dessus. Et je suis désolé, je suis obligé de m'arrêter là. Merci de votre attention.